Bonjour et bienvenue. Alors comme promis, je vous l'avais dit, je vous ferai les recommandations par année. Donc on a fait déjà 2018, 2019, 2020. Vous les avez sur la chaîne. Sinon, si je me rappelle, je mettrai les liens dans la barre d'infos de 2018, 2019, 2020. Comme ça, vous pourrez aller les voir si vous les avez loupés. Donc, on va faire 2021 aujourd'hui et là, peut-être le mois prochain ou j'en sais rien, je vais faire 2022. Peut-être je ferai 2023, mais je suis pas sûre. Je pense que je m'arrêterai à 2022 parce que je pense que 2023, 2024, 2025, en gros, vous pouvez quand même aller voir les tops de l'année qui sont assez accessibles, hein. Vous tapez dans la barre d'infos sur ma chaîne top livres ou top 2023-24, vous allez les trouver facilement. Tandis qu'après, rechercher sur jusqu'à, je pense, 2022. Voilà, c'est un peu long, mais au moins comme ça, vous les avez. Alors, 2023, en fait, j'ai retenu pas mal de livres on va dire, mais vraiment qui ont été des coups de cœur et vraiment ce dont je me rappelle le plus. Voilà, il faut quand même le savoir, quand je fais ce genre de top, je ne vais pas chercher mes notes. Vraiment, je le fais de tête. C'est-à-dire que je sélectionne je prends les livres qui me viennent tout de suite en me disant putain, je les ai lus en 2021, qu'est-ce que j'ai lu? Et tout de suite, je les sélectionne, je les mets dans ma petite liste. Et après, sur cette liste-là, bah, je regarde. Voilà, et donc là, vraiment, c'est la liste. Alors, il y a des BD, parce qu'il y a 4 BD qui me sont venus immédiatement à l'esprit, mais vraiment tout de suite. Et après, des romans qui sont derrière. Alors, la première BD qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est Africa Corps de Oliver Spilstens. Qui en fait est une BD il y en a deux qui sont parues donc en 21 et une qui est parue en 22, qui sont 3 tomes de l'Africa Corps. Donc, on est avec un personnage fictif qui s'appelle Joachim von Richter, avec ses hommes, ses collègues de l'Africa Corps, donc de la fameuse armée de Rommel. Et on va le suivre sur ces 3 tomes, donc des premières victoires de Rommel donc, en Afrique du Nord, jusqu'à, évidemment, la fameuse branlée, hein, de El Alamein. Alors, honnêtement, c'est bien foutu. Les dessins et l'histoire sont vraiment captivants. Les dialogues sont enlevés. Il y a vraiment une reproduction de l'Africa Corps qui est vraiment passionnante. Avec le côté bon et le côté mauvais. Et d'ailleurs, le personnage de Von Richter lui-même euh, est hyper réaliste. Parce qu'il est à la fois cynique, très réaliste par rapport à ce qui se passe dans son pays avant la guerre et pendant cette guerre-là, et ses relations avec les anciens soldats, avec la hiérarchie, avec ce qu'ils pensent de la hiérarchie, etc. Et bien sûr avec les ennemis, avec les Anglais, avec les Italiens qui sont leurs alliés, qui sont un peu des bras cassés, faut dire, à chaque fois. Enfin, pas tout le temps, mais... Voilà, et moi j'aime beaucoup l'univers de Olivier Spintens, parce que franchement, je trouve que son crayon est très bon. Il a des très bonnes... Il a mis la bibliographie des choses qu'il a compulsées pour faire ça. Et bon, ben, moi j'approuve hein, quand on fait ça. Et puis surtout quand c'est bien foutu. Voilà, donc si vraiment vous aimez l'histoire, mais que vous ne voulez pas vous lancer dans un gros truc de chantier en vous tapant toutes les biographies sur Rommel, toutes les biographies sur l'Africa Corps, machin, etc., bah, vous pouvez taper dans la BD. Parce que franchement, Olivier Spentens, Africa Corps, vous allez trouver, il y a 3 tomes, c'est vraiment très bien fait. Et vraiment, et la fin est très très jolie. Le tome 3, la dernière planche est très émouvante. Moi j'ai trouvé que la dernière planche était vraiment bien. Et c'est le même qui a fait l'Armée des Ombres. Voilà, les 4 là, qui sont absolument géniales. Donc voilà. Deuxième BD, et là ça n'étonnera personne. Ah ben non, ça va étonner personne, on est bien d'accord. Goldorak, oui, de Xavier Dorisson. Alors, inutile de vous dire que quand j'ai vu qu'il y avait une BD Goldorak qui sortait en 2021, j'ai couiné.
Voilà, alors mon chéri à moi, c'était quand même beaucoup plus Albator que Goldorak, enfin que Goldorak. Moi, j'adorais Goldorak, le robot. Voilà. Actarus, il me plaisait pas des masses parce que je le trouvais un peu trop lisse. Voilà, bah ouais, oui, bah, j'ai du mal avec les choses lisses. Voilà. Donc, à la fin, si vous avez eu et vous êtes de ma génération ou que vous êtes de la génération après, mais que vous avez quand même vu Goldorak dans le club Dorothée ou autre, en fait, en gros, le dernier plan, c'est quand même Actarus et sa sœur Félicia qui partent dans Goldorak, euh, qui repartent dans leur planète natale de Fort, puisque en fait, ils ont vaincu l'armée de Vega. Bah, voilà, il faut repartir. Voilà. Alors, on se retrouve des années plus tard. Il y a une nouvelle menace qui pèse sur la Terre. Et donc, le professeur Procyon cherche Actarus, en gros, pour l'aider, en fait, en gros, à relutter pour la Terre. Alors, on se retrouve avec un Actarus qui est devenu déprimé, qui boit un peu, pas ça aussi quand même, qui est barbu, qui est d'un sex appeal à faire tomber la moitié de Lisa du canapé au sol. Hein. Ah bah si, parce que alors autant Albator était quand même, dès que j'étais petite, un peu ma came côté mec. Oui, je sais, comme avait dit ma mère, un grand truc mince, avec borgne, avec une cicatrice. On se pose la question des goûts de ma fille, hein, déjà. C'est vrai que... Puis il enferme sa fiancée à la cave, enfin dans la cale de l'Arcadia. Donc déjà, il n'est pas bien équilibré, le gars. Mais donc, ma mère aurait préféré que je claque sur Actarus, qui est quand même un bon garçon, gentil. Bon, il est un peu con avec Vénusia, mais vous voyez? Bah non, voilà, non. Par contre, là, ouais, ah là 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 là, oh, bon, bref. Et en fait, la BD, en fait, tout le long de la... Enfin, en tous les cas, beaucoup de temps dans la BD, il hésite. Par exemple, à un moment donné, le dessin montre ses mains qui tremblent quand il doit reprendre les commandes de Goldorak. Je rappelle, il est caché sous l'eau, enfin sous la route numéro 9. Voilà. Et puis il y a des tasses de rouille, parce que depuis le temps voilà. Et donc, visiblement, il est revenu sur Terre discrètement, catimini, machin, etc. Et franchement, euh, bah, les auteurs, ils posent aussi la question de beaucoup de fans de Goldorak de l'époque. C'était pourquoi Vega envoyait ses Golgoth un par un, au lieu carrément de balancer toute la flotte sur la gueule directement, quoi. Enfin, parce qu'il n'y avait qu'un Goldorak, il y avait plein de Golgoth. Voilà. Alors oui, je sais, c'est une réflexion philosophique, hautement philosophique que nous nous sommes fait mais nous étions jeunes et beaux. Voilà. Donc franchement, la BD Goldorak est absolument mais superbe. Vraiment, les dessins, les couleurs, les bulles, les dialogues, les hésitations de tous les personnages, les retrouvailles de certains personnages, etc. Franchement, c'est vraiment sublime. Et alors, le cahier de travail qui est derrière, qui est à la fin, c'est un bijou. C'est une BD, ce que j'appelle une BD régressive bijou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous vous retrouvez, vous avez 10 ans, enfin moi en l'occurrence à peu près cet âge-là, quand vous avez vu Goldorak pour la première fois, peut-être un peu plus, enfin, un peu plus jeune quand même, enfin 10 ans, j'ai même eu un Goldorak, un vrai, vous savez les robots en plastoc là qui lançaient... voilà, donc sur Fulgure au point, mais vraiment, hein, le truc il faisait bien 1 mètre de haut, hein, voilà, donc, non mais j'étais fan à ce point-là, voilà, donc franchement Goldorak d'Horizon, ça c'est sûr, je me rappelle, vraiment je le vois, puis en plus je l'ai gardé la BD, mais je veux dire, je revois la BD quoi, depuis 2021 je ne l'ai pas rouvert, donc pour vous dire. Autre BD, alors ça c'est une BD historique et que je ne peux que vous recommander, je l'ai recommandé plusieurs fois depuis 2021, quand on me parle de la Seconde Guerre, enfin... oui, quand on me parle de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la Shoah, etc., je leur dis allez acheter la BD Vanzi de Fabrice Le Hénaf. Parce que c'est une BD, alors pareil, hein, il y a un cahier de travail qui est absolument hyper bien détaillé, hyper bien foutu, etc. Si vous arrivez à retenir tout ce qui est dit
dans le cahier de travail et dans cette BD-là, vous savez ce qu'il en est. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire le protocole, même si moi je l'ai lu, mais ça c'est les débiles hein, qui font, voilà, ceux qui sont vraiment fans, enfin fans, c'est pas un mot, qui sont vraiment passionnés et spécialisés dans ce truc-là. Sinon vous lisez pas le truc, hein. C'est comme le rapport W, se taper le rapport W, sauf si vous êtes vraiment passionné, sinon voilà, c'est comme se taper l'infâme euh, euh, Mein Kampf. Franchement, si vous n'êtes pas une passionnée de la période, que si vous voulez pas tout savoir sur ça et que vous voulez pas avoir les arcanes, vous n'allez pas vous taper cette daube. Qu'on est bien d'accord sur la question qui est quand même outrement indigeste et puis en plus qui est assez nauséabonde. Mais vous allez prendre ce qui est sorti après, là, en gros, le que sais-je pour, hein, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais Vanzi, c'est une BD qui non seulement peut ouvrir une discussion, parce que si vous n'êtes pas vraiment au fait de ce qui s'est passé, que vous ne savez pas ou autre, ça peut ouvrir une discussion. Et puis ça a un intérêt pour certaines personnes qui ne sont pas spécialisées ou qui ne sont pas familiarisées avec le protocole de Vanzi, qui est donc la discussion qui a eu lieu dans ce lieu-là, et qui en fait en gros entérine la solution finale, hein. Juste avant il y avait c'était un peu du bricolage, hein. Voilà, là c'est un truc de masse. Voilà, ils ont fait un protocole chirurgical. Voilà, mais basique, hein. Voilà, et toutes les arcanes qui vont se greffer à cette décision et aux ramifications de cette décision, parce qu'il n'y a pas eu que, malheureusement, derrière l'élimination et la destruction de masse, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Et il y a un descriptif assez simpliste des protagonistes, mais qui est très très bien fait. Il y a un rappel du contexte, notamment les lois de 1935, donc je vous invite à aller écouter mon podcast sur les lois de Nuremberg que j'explique. Il y a les enjeux du Reich qui sont clairement déterminés. Et il y a toutes les ambitions personnelles qui donc, ont vraiment lourdement, on va dire, pesé dans certaines décisions de cette réunion-là, de cette conférence-là. Et qui sont vraiment, tout ça, c'est vraiment les atouts de la BD. Vraiment. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire plus pédagogique sur cette réunion que cette BD-là. Voilà. À part se taper, je vous dis, des pavasses historiques. Mais pour ma part, moi, j'avais rien appris parce que, bon, oui, c'est ma période, hein, vous le savez. Mais j'ai trouvé cette BD sobre, didactique, très facile à appréhender. Je me suis mis du positionnement à un moment donné de quelqu'un qui ne connaît rien. Et je me suis dit, quelqu'un qui est novice ou qui s'y connaît un petit peu, mais qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants, vont trouver ça vraiment très bien. Après, pour des personnes qui, un peu comme moi, connaissent bien cette période, ça peut pas faire de mal à une piqûre de rappel, surtout dans nos temps troublés. Je pense que lire la BD de Vanzi ne pourrait faire que du bien à certains connards. Oui, si, quand même, oui. Ou alors, malheureusement, leur donner des idées, ces abrutis. Mais bon, comme ça a déjà été fait, en gros, vous allez dire, de toute façon, tu vas rien inventer, hein, donc tu vas te calmer déjà, voilà. Non, mais sérieux, dans ces temps troublés, je pense que c'est une bonne lecture. Et la quatrième BD, qui est une pure merveille esthétiquement, en plus d'être très importante historiquement, ça s'appelle Fourmi la Rouge. Alors Fourmi, E-S à la fin, parce que c'est la ville, Fourmi, dans le nord. Voilà. Tout est en noir, blanc et rouge, rouge sang. Le trait de crayon est très simpliste, vous allez voir, mais ça illustre d'ailleurs un truc historique qui est très connu, qui est le 1er mai sanglant, qui a eu lieu au milieu des usines de textiles de la ville, donc de Fourmi, dans le nord. C'était donc le 1er mai 1891, parce que les ouvriers en gros ont défilé pour demander des meilleures conditions de travail, des journées plus correctes, avec des oreilles un peu plus harmonisées pour profiter de leur vie aussi, mais aussi une paye unifiée. Tout le monde, plus ou moins, quand tu fais le même boulot, tu es payé la même chose. Tout le monde tous les patrons ont refusé, sauf un qui avait accepté cette journée de repos. Tous ont exigé de travail et en fait, ils ont appelé les soldats, qui étaient les piou-piou,
qui à l'époque étaient très aimés par le peuple, qui ont été malheureusement renforcés par certains policiers qui vont tirer sur les grévistes qui ont été rassemblés sur donc, la place principale de Fourmi. Il va y avoir 9 morts, dont 4 mineurs. Et ces 4, en gros, martyrs ont fait de ce jour, en fait, la lutte ouvrière, l'avenir de la lutte ouvrière de tous les pays, en fait, ce jour-là. C'est vraiment une BD qui est forte, qui était vraiment sans concession, mais de la perspective, bien sûr, des ouvriers de 1891 et de tous les destins qui ont été broyés, mais qui croyaient en ce qu'ils voulaient, qui ont été clairvoyants sur les conditions de vie, sur les conditions de travail, sur la vie en général de ce qu'ils avaient. Franchement, c'est une histoire assez émouvante que mon grand-père m'avait racontée parce que les communistes, machin, etc. Mais je trouve qu'il faut, quelquefois, c'est quand même pas mal de se rappeler. Voilà, de se rappeler, de se dire, bah, au final, ouais, ça s'est passé ça, mais bah, ça serait pas mal de ne pas oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je trouve ça assez bien. Donc ça, c'était les BD. Alors, on va passer au roman. Alors, attention, vous allez voir, il y a du lourd. Alors, premier qui m'est venu tout de suite dans la tête, c'est Les Heures Furieuses de Cassie Cep. Alors, le truc, m'avait venu je pense que c'est mon coup de cœur de l'année, si je me souviens bien, ou en tous les cas, pas loin. C'est véritablement un livre enquête sur le meurtre et les ramifications d'un certain révérend Maxwell, qui est fait à la base de toutes les notes et les documents qui avaient été rassemblés par une certaine Lee Harper, ou Harper Lee, qui en fait était partie et qui revenait dans son Alabama natal dans les années 70. C'était donc la très grande amie de Truman Capote, hein, ils étaient potes d'enfance. Elle était partie l'aider à faire son livre de sang-froid. Et elle a décidé de faire de sang-froid à elle, donc avec ce manuscrit, mais il était inachevé. Il a été un peu perdu, inachevé. Donc Cassie Cep a repris le flambeau et avec grand brio. C'est vraiment un livre enquête et elle évoque donc le procès pour les meurtres, donc les 5 personnes que ce révérend avait tuées, donc deux femmes, un mari, un cousin, d'un mec très ambigu, Maxwell, qui va être acquitté à chaque fois, mais qui va être tué lors de son dernier procès. Et en fait, l'ironie de cette histoire, c'est que son avocat, qui s'appelait Radley, va prendre la défense du meurtrier de Maxwell. C'est quand même... voilà. Et honnêtement, c'est un livre très exigeant, Les Heures Furieuses, parce qu'il revient sur de nombreux points importants. Bon, bien sûr, il développe tout ce qui est historique, le passé des protagonistes, mais il revient sur tout et très important, même si certains disent « Non, c'est pas important, le contexte ». Ta gueule. Le contexte historique, c'est important. Et là, il revient sur le contexte des États-Unis, notamment le contexte des États du Sud dans cette période-là, de cette scission qui est toujours apparente hein, entre le Nord et le Sud, on le voit toujours maintenant, et bien sûr de l'État de l'Alabama, qui a ses propres blessures depuis la création des États-Unis et de l'État de l'Alabama, mais qui a ses clans, notamment le K, hein, on est bien d'accord sur la question, mais tout l'impact qu'a eu la ségrégation et la déségrégation derrière, et tout le reste de ces failles qui se sont accumulées par strates et qui arrivent petit à petit, toujours en boomerang sur les gens. Voilà, c'est vraiment, c'est un livre intelligent, riche, très profond. Il faut vraiment un cerveau hein, pour ce livre-là, vraiment. Moi, je connaissais pas du tout l'affaire juridique. Le côté de Maxwell, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas du tout l'affaire juridique. Il fallait procès, les machins, mais je connaissais le contexte. Je connais bien l'Alabama et je connaissais le contexte. Et franchement, j'ai été subjuguée par ce livre-là, quoi. Vraiment. Donc, Les Heures Furieuses de Cassie Cep. Voilà. Si vous avez aimé De sang-froid, si vous avez aimé La plume de Harper Lee, si vous aimez ce truc-là, allez-y, parce que franchement, je peux pas vous dire mieux que ce livre-là, quoi.
Autre livre qui m'est venu tout de suite, et là, c'est un grand amour. Hein. Mais aussi, on y est... Oh, bah, on en est à ce point-là quand même. Hein. Ça s'appelle Le Tournant de Klaus Mann. Et Klaus Mann, c'est vraiment un auteur. Alors oui, c'est le fils de Thomas. euh, que j'ai découvert sur le tard, après son papounet, il faut dire. Enfin, sur le tard. En tous les cas, après papounet. Et que je suis tombée red dingue. Voilà. C'est d'une intelligence, ce tournant, d'une sensibilité, d'une pudeur, mais vraiment sublime. Alors oui, c'est le fils d'eux, c'est le neveu hein, de Heinrich aussi, mais c'est surtout quelqu'un qui a eu une vie absolument fascinante, Klaus Mann. Il est né en Allemagne, il a été apatride, il a été tchèque, il est devenu américain. D'ailleurs, il va porter l'uniforme américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, dans ce livre-là, il raconte ce qu'il voit. Parce qu'il est encore en Allemagne, donc il voit l'Allemagne qui commence à devenir difficile à gérer. Et il voit l'arrivée des nazis, évidemment, du régime qui s'installe à partir de février de 1933 et qui s'accélère de toute cette période de février jusqu'à mi-mars, ça va être 33, ça va être c'est un bulldozer hein, qui arrive dans la gueule de tout le monde. Il entend parler de Dachau, il voit Dachau, il relate les sentiments en fait de ses compatriotes. Et puis, de cette tragédie d'un peuple, d'un continent, et lui, et de sa vie à lui, en fait, son problème à lui. Et en fait, c'est aussi le portrait en filigrane d'un jeune homme, très très beau, très intelligent, très cultivé, très artiste, mais qui est déjà coincé entre deux monstres sacrés. Euh, et en fait, il retrace sa vie familiale. C'est une saga familiale, mais il y a du social, il y a du géopolitique. Et je vous dis avec une plume et d'une subtilité, d'une humilité, mais ce type, d'une pudeur, mais ce type écrit d'une façon, mais vous en avez les larmes aux yeux à chaque fois. Euh, il analyse tout finement, il a une analyse d'une finesse sur la vie et sur la période, alors que c'est juste au début les prémices du Troisième Reich, mais il est d'une clairvoyance sur les trucs, il explique sa vie, alors sa vie amoureuse, sa vie artistique, sa vie sociale, sa vie de mondain, parce qu'il est quand même un peu mondain, et puis la tournant de sa vie, et en fait il interpelle alors plus ou moins le lecteur pour, à travers ce qu'il vit. En fait, moi j'ai eu l'impression qu'il me donnait sa vie en pâture pour que je réfléchisse sur la mienne. Vraiment. Et c'est un auteur, si vous ne le connaissez pas, qui est à découvrir, à redécouvrir, à lire. Parce que c'est vrai qu'il est dans l'ombre de Thomas, son papa, de Heinrich, son oncle, qui était vraiment des très très grands. Enfin, je veux dire, bon, Thomas Mann, tout le monde connaît, peut-être moins Heinrich Mann, mais c'était un très très grand aussi. Et en plus, ils portent leur prénom. Il s'appelle Klaus. Je crois qu'il s'appelle Klaus Thomas Heinrich ou Klaus Heinrich Thomas. Enfin, ils portent leurs deux prénoms, donc ce qui est quand même plombant pour un jeune homme aussi de porter les prénoms de deux monstres sacrés de votre famille. Mais il a une vie absolument incroyable. Il est mort à 49 ans à Nice. Il s'est suicidé. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Il a dit qu'il avait décidé de mettre fin au tournant. Voilà. Donc, et je pense que si vous le lisez autrement qu'avec ça, vous allez découvrir qu'en fait, en fait, le jour où il a décidé d'en finir, le monde a perdu quand même quelqu'un de très important, quoi. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui marquent, qui tournent la vie différemment. Et Klaus Mann, c'est vraiment ce que j'ai je dirais pas que entre son père et lui, je préfère lui, mais c'est pas loin, quoi. Vraiment. Après, c'est pas comparable ce que Thomas Mann a fait ou Heinrich Mann, voilà. Donc, mais vraiment. Donc, c'est vraiment, non, mais vraiment, c'est vraiment magnifique. Autre livre qui m'est venu tout de suite à la tête, c'est Les Orphelins de Bessora. J'aime beaucoup comme écrivaine Bessora. Je trouve ça plus magnifique. C'est un livre très émouvant sur la quête d'identité.
C'est sur l'histoire qui entremêle les vies et les fils. Alors on est entre deux continents, deux histoires, mais qui a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire qu'on est avec Wolf et sa jumelle, qui sont allemands, qui sont nés pendant le Troisième Reich, et qui vont être adoptés en Afrique du Sud, mais version apartheid. Euh, et en fait, Bessora, elle évoque l'abandon, déjà, la douleur, parce que c'est un déchirement de partir de ton pays, même quand tu es petit. Elle parle d'amour, elle parle d'amitié, et en fait, les personnages sont à la fois déracinés, mais attachés à leur passé. Alors douloureux soit, mais et même s'il y a des liens qui se tissent dans leur nouvelle vie, qu'ils s'en émeuvent, qui trouvent un certain bonheur, et notamment on nous entraîne, notamment dans la vie de Wolf, qui a une très très longue vie d'ailleurs, et qui oscille entre remords, regrets, bonheur, malheur, tout le long du livre. Euh, c'est véritablement un coup de cœur, mais une lecture puissante. Et avec les mots de Bessora, l'histoire de ces orphelins, qui est vrai, hein, qui ont été jetés hors d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et qui ont été récupérés un peu à droite, à gauche, et notamment en Afrique du Sud. Euh, c'est vraiment impressionnant. Il y a des personnages qui sont inoubliables dans ce roman, vraiment. Dans Les Orphelins, moi je pense que j'ai fini en larmes de ce livre-là. Donc c'est quand même assez rare que moi je pleure sur un livre, vraiment. À la fin des livres, c'est rare que je pleure. Alors, je peux avoir larmes à l'œil, je peux être émue, machin. Mais que je pleure vraiment, c'est assez rare. Voilà, je sais parce que je l'ai déjà dit dans un à vos recommandations, j'ai pleuré comme une madeleine à la fin du livre de Alexandra Kozelik qui a crié dans les ruines. Mais Les Orphelins, ça a été du même acabit, quoi. Voilà. Autre livre, pareil, vraiment un très 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 beau livre qui s'appelle Berlin Requiem de Xavier-Marie Bonneau. C'est comme ça que j'ai découvert la plume de Bonneau, et c'est comme ça que j'ai lu les autres, parce que j'aime beaucoup sa plume. En fait, on est avec deux hommes, une femme, deux histoires et une vingtaine d'années entre les deux. Voilà. Alors, il n'y a que deux personnages qui sont inventés dans ce livre-là, qui sont Christa et Rodolphe. Tout le reste est vrai. Enfin, tout le reste, les personnages existent. Puisqu'en fait, on parle d'une histoire musicale du chef d'orchestre, enfin, d'un des plus grands chefs d'orchestre allemands qui s'appelait Furtwängler. Furtwängler, c'était, on va dire, le plus grand chef d'orchestre allemand du début du XXe. Et on va parler de ce fameux Rodolphe, donc, qui est inventé, qui serait le fils de cette cantatrice star allemande, donc Christa. Et il y a un espèce de pas de deux qui se fait entre 1933 et 1954, donc voilà. Et on découvre Rodolphe au début qui a 7 ans, je crois. Je crois qu'il a 7 ans, 33. Il vit à Berlin, il veut être chef d'orchestre. Sa maman, donc, est une star adulée, célibataire, etc. Et elle veut tout ce qui est le meilleur pour son fils, ce qui est normal. Et en fait, avec l'arrivée des nazis, ils vont profiter de certaines choses, en fait, parce que Furtwängler, au début, il les trouve ignares, absolument horribles, mais les nazis ont fait, Goebbels en gros, parce que c'est quand même lui le chef de la propagande, a fait un outil majeur du cinéma, de la musique, etc., vraiment de propagande. Et en fait, il va rebattre les cartes, ça va rebattre les cartes, et Furtwängler comme Christa vont refuser au début, sur plier aux obligations, c'est-à-dire au parti, au fait du parti, à l'anniversaire d'Hitler, au salut nazi, etc. Et en fait, petit à petit, l'étau se resserre évidemment sur les musiciens juifs ou les rebelles au système. Et Furtwängler va essayer de protéger au maximum, en jouant avec le système, en acceptant le système, d'essayer comment dire, de protéger ses musiciens, ce qui va s'avérer très compliqué. Alors la seule chance qu'il a, c'est parce
qu'il est enfin on va dire presque le chef d'orchestre préféré du Führer, ce qui n'est pas une chance, hein, on est bien d'accord sur la question. Mais enfin, en tous les cas, qui pourrait être une chance. Et par exemple, Christa, elle, va payer directement la révolte, la révolte qu'elle assume, hein, qu'elle refuse de chanter devant les dignitaires du parti, parce qu'on lui trouve un grand-père juif. Donc elle va fuir à Paris avec son fils. Et elle va être arrêtée par la police française, tu m'étonnes, et déportée à Auschwitz. Auschwitz d'abord, il y a Bergen-Belsen après. Voilà, et c'est vraiment un roman sur la réflexion de la résistance artistique. Pas de la résistance avec les armes ou machin, c'est vraiment la résistance artistique. Et des petites rébellions, ou de ceux qui ont accepté le prisme des nazis, qui se sont affiliés pour avoir peut-être une gloire éphémère. Et vraiment, on montre une palette entre la fin des années 30, donc la fin des années 20, donc entre 1929 et jusqu'au milieu des années 50. C'est vraiment un très beau requiem, comme le dit le titre. Hein, voilà. Vraiment, c'est très très intéressant et c'est vraiment une réflexion sur l'impact que les artistes peuvent avoir quand il y a ce genre de choses. Voilà. C'est soit vous... bon, il y en a qui prennent les armes, mais les armes, ça peut être l'artistique et ça peut être aussi à la fois de jouer avec le système et de protéger les gens ou d'y aller contre, mais de savoir que vous allez vous exposer à quelque chose. Voilà. Donc vraiment un très très beau livre, Berlin Requiem de Xavier Maribonneau. Autre livre qui m'est venu, mais ça c'était évident. Ah bah si, le deuxième tome de Niklas Nattosdag. Ah bah tu m'étonnes. Alors, 1794 ou 1794, comme vous voulez. Moi, je ne sais pas quoi vous dire sur ce truc, à part lisez-le. On est toujours plongé dans l'intensité des personnages, qu'ils soient détestables ou admirables ou touchants, on les aime. Bon, moi, j'étais toujours en mode deuil absolu de Cécile Vinge, hein, qui crève à la fin de l'opus précédent. Enfin, ceux qui ne l'avaient pas lu, tant pis pour vous. Mais vous ne saurez pas ce qui se passe dans les autres. La fin est à la hauteur vraiment du premier. D'ailleurs, la fin de 1794 m'a cloué sur place. Littéralement, m'a foutu un coup de poing à l'estomac, j'ai failli pas m'en remettre. Et puis quand on a lu le 1795, alors inutile de vous dire, pour moi qui est un bijou, on est absolument horrifié. C'est une claque cette saga, vraiment. J'avais adoré 1793, j'ai adoré 1794 et 95, mais voilà, je pense que c'est une saga que je vais relire. Que j'avais d'ailleurs envie de relire cette année, mais je me suis dit, oh non, t'as les romans régionaux, t'as ça, t'as George Sand. Peut-être que l'année prochaine, avec tout ce que je veux lire, mais je pense que je vais la relire à un moment donné. Je vais peut-être me donner un trimestre pour la relire en lisant un livre par mois. Vraiment, je sais pas quand, mais je vais la caser parce que j'ai tellement envie de le relire, quoi. Je trouve ça tellement beau et de le lire à la suite, quoi. De pas attendre 2 ans à chaque fois. Ah ouais, non, mais je vais le faire. Voilà, donc 1794. Niklas Natt Ostdag. Autre livre, et honnêtement, j'adore cet auteur, Olivier Rogege. Les Hommes Incertains, j'avais trouvé ça sublimissime. Je l'ai déjà noté hein, dans des wishlists précédentes. Là, c'est Là où naissent les prophètes. Alors, je sais même pas quoi vous dire, à part que c'est épique, romanesque, lyrique. La vision merveilleuse de cette troupe d'animaux, mais vraiment, enfin dans le texte à un moment donné, mais vraiment, mais j'ai rarement vu un truc aussi merveilleux. Voilà. Je sais pas quoi vous dire avec la plume qu'il y a, mais je veux dire, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire vous ouvrez des yeux grands comme des soucoupes, et vous êtes à la fois émerveillé et bluffé, alors comme si vous les aviez devant vous. Vraiment. C'est un livre qui se passe en Afrique. On a des moi j'aime tous les personnages, même françaises, que j'aurais bien baffé 2-3 fois quand même. Oh bah si, quand même 2-3 fois. Mais c'est un livre sur un parcours initiatique, enfin sur un récit initiatique qui à la fois nous fait humer les odeurs africaines, la chaleur, la fraîcheur de nuit, les odeurs, les sentiments, les cultures, les traditions, les légendes. C'est extrêmement bien mené. Euh, je, je- Vraiment, j'avais passé un moment délicieux à lire cette marche
de l'univers, alors avec ou sans leader, quel que soit le nom que vous lui prêtez à celui du dessus. Euh, Franchement, j'avais trouvé ce livre-là dépaysant, mais proche, émouvant, mais facile. Mais tout en étant pas facile du tout, parce que c'est un récit initiatique et c'est pas non plus, attention, c'est pas du petit lait, quoi. Mais c'est tellement bien écrit. Si vous avez lu Des hommes incertains, c'est très différent, parce que là, c'est vraiment. Voilà, mais il vous plonge dans les routes, dans la poussière africaine. Vous marchez à côté des personnages, il y a des personnages que vous ne pouvez pas oublier, c'est pas possible. Euh, et qui vous poussent. Enfin, moi, je sais que c'est un des livres, et ce que j'aime dans les romans, c'est quand je ferme le livre, d'y penser encore et de me dire, tiens, ça, ah ouais, non, mais ça, j'avais pas pensé à ça. Voilà, qui vous apporte un truc. Si c'est pour lire des trucs faciles et qui, quand vous avez fermé, en gros, c'est comme si vous veniez de manger un carré de chocolat qui arrive directement sur vos hanches, mais que vous n'y pensez plus. Bah, ouais, ça peut être sympa de lire de temps en temps des livres comme ça, mais moi, c'est pas ce qui me plaît, quoi. C'est pas ce qui me porte. Voilà. Donc, vraiment, là où naissent les prophètes, Olivier Regès. Autre livre, oh putain, ouais. Lilas rouge. Alors, il y a une suite qui s'appelle Lilas noir que je n'ai pas encore lu, que je devrais lire, hein, mais bon, à un moment donné, vous savez comment c'est, mais je pense que peut-être l'année prochaine, je vais le faire. De Reinhard Kaiser Müller. Lilas rouge, vraiment, c'est la chronique d'une famille qui est marquée par la culpabilité et par les non-dits. On est en Autriche, qui est marquée en fer rouge par le passé nazi. Et il y a cette culpabilité qui est exacerbée par une espèce de malédiction, je ne peux même pas vous dire plus, qui va littéralement pourrir toute la descendance, avec un espèce de poison qui se transmet dans ses relations familiales, notamment de ce parfum du lilas. Mais vraiment, la langue est hyper précise, c'est très très bien écrit, c'est très exigeant comme lecture, il y a des descriptions très lentes, euh, langoureuses, mais qui sont enfin il y a des répétitions des événements sur des générations, mais c'est pour marquer en fait le fer rouge qu'est la faute du grand-père. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est non dit. Tout ce qui l'obsession de ce pouvoir matériel, au détriment du bonheur, au détriment de la vie elle-même, on s'en fout en fait tant qu'on a ce qu'on doit avoir. Et tous les personnages qui se déploient, les paysages, les saisons immuablement qui viennent et qui font que les gens ne sont pas forcément heureux, quoi. Euh, j'ai aimé le fait que l'auteur se moque aussi, enfin non, il se moque, mais aussi il brocarde beaucoup les croyances religieuses. En mode ah bah tu fais 2 prières et tout va s'absoudre, oui bien sûr, et puis vas-y, toi, comme on dit, faut avouer demi-pardonner, tu parles. Ouais, ouais, je te pardonne, mais j'oublie pas, quoi. En fait c'est ça. Mais vraiment, c'est un bijou. Lilas rouge de Reinhard Kaiser Müller, c'est un bijou. Moi, mes potes allemands me l'avaient recommandé 26 millions de fois en me disant, ah, et dès qu'il y a la traduction, tu le lis. Et dès qu'il y a eu la traduction, ils m'ont envoyé le livre. Ils m'ont même pas posé la question, ils avaient fait une alerte dès qu'elle est sortie. C'est chez Verdier, je crois. Ils me l'ont envoyé, j'ai reçu cette pave, c'est une pavasse, c'est une bricasse, hein. C'est un parpaing. Voilà, c'est un parpaing. En plus, Verdier, c'est écrit en tout petit, il rôde sur les marges. Enfin, c'est un parpaing, mais c'est un parpaing, je l'ai bouffé, quoi. J'ai bouffé ce bouquin, mais à une façon formidable. Autre livre, il y en a encore 3, dont un qui est hors compétition, vous allez savoir pourquoi, parce que je vais m'emballer encore comme d'habitude. C'est Le Village de Dan Smith. Alors, j'avais lu Hiver Rouge dans le cadre du challenge Black November. Et en fait, quand j'avais dit que j'avais adoré Hiver Rouge, Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, hein, je la cite puisque c'est vrai, m'avait dit tu devrais lire Le Village si tu as aimé ça, et puis en plus je pense que ça va te plaire. Et je me suis trouvée plongée dans cette histoire-là. On est en Ukraine avec Lucas, qui est un soldat qui peut plus supporter la guerre et qui, en gros,
va arriver dans un village où son beau-frère vit avec un homme et 2 enfants qui ont été mutilés. Et en fait, ça va vriller. Vraiment à ce moment-là, la fille de Dimitri va disparaître, Lucas va partir à sa recherche. Et, et en plein hiver, dans l'URSS, c'est vraiment rugueux, glaçant, terrifiant, angoissant. Il y a toute cette quête, cette enquête, mais cette quête aussi, ces recherches, cette espèce de chasse à l'homme, et l'armée rouge qui déboule derrière à la vitesse grand V, et qui brouille donc les pistes, hein, puisqu'il y a des traces dans la neige, etc. Donc il faut tout brouiller. On est en Ukraine en 1930. On n'est pas loin de l'Holodomor, donc de cette famine de 33-34 qui a été ordonnée par le pouvoir central de Staline, notamment par Staline. Ça se sent. On voit arriver l'horreur absolue pour les Ukrainiens. C'est haletant, impitoyable, glaçant, c'est passionnant. Moi, j'ai bouffé ce bouquin, mais alors, Hiver Rouge, c'est magnifique, mais alors, le village... Voilà, Dan Smith, Le Village, moi ça m'a laissé sur le cul, vraiment j'ai trouvé ça magnifiquement bien foutu, et puis la noirceur de l'homme est tellement bien mise dedans, c'est vraiment, c'est glaçant tellement la noirceur rejaillit là-dessus, c'est vraiment. Et dernier livre avant l'hystérie collective et le hors compète, ça s'appelle La Cabale à la cour de Jean-Michel de Laconté. Alors, c'est un livre, si je me souviens bien, qui est basé sur les mémoires de Saint-Simon et qui est présenté tel qu'une pièce de théâtre / documentaire, si vous voulez. En fait, Saint-Simon rend visite à son ami, Philippe d'Orléans, donc, qui est le neveu de Louis XIV, et qui d'ailleurs, parallèlement, on suit le lever de Sa Majesté, qui vient en fait lui évoquer un point assez sensible. Ça serait les mauvaises relations qu'entretient Philippe d'Orléans avec Madame de Maintenon, qui est bien entendu quelqu'un de très important à la cour. Et en fait, Saint-Simon lui dit, ouais, faites attention, parce que votre vie de débauche, l'inclination que vous avez pour une certaine femme, bah ça plaît pas du tout à la dame, voilà. Et Saint-Simon, en fait, il pense que la seule façon de remettre Philippe dans les petits papiers de royaux, en fait, du roi Soleil, c'est de rompre avec cette femme. Et en fait, dans ce livre-là, il y a une joute verbale qui nous entraîne bien sûr dans les arcanes du pouvoir de Louis XIV, donc de Versailles, de la cour, et des manipulations entre politique et courtisane, parce que ça allait bien. Moi, j'ai trouvé ça drôle, touchant, cynique, original, pour revenir. Moi, j'ai adoré le personnage de Philippe d'Orléans et ses façons de dire « Mais non, ben, je l'aime, je t'emmerde ». En gros, hein, enfin, il dit pas « Je t'emmerde » à Saint-Simon, mais vous comprenez un peu l'histoire. Et en fait, je me suis aperçue qu'à un moment donné de ma lecture, assez rapidement, je le lisais à voix haute. C'est-à-dire que je déclamais comme si j'étais au théâtre. Je l'ai lu comme si j'étais au théâtre, voilà, comme si j'étais sur scène. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est vraiment un bonheur de lecture et ça m'est resté. Et c'est quand même un des livres que je pense que j'aimerais relire, quoi. Voilà, il y a des livres comme ça où vous dites, passez un bon... En plus, il est court, donc c'est quelque chose que vous pouvez lire comme une pièce de théâtre, quoi. Et moi, je me suis dit, putain, c'est vraiment très, très bien. Et puis bon, si vous connaissez pas Saint-Simon, Philippe d'Orléans, les arcanes de la cour, tous ces connards de courtisans, machin, et puis tous ces... les manipulations, les on-dit, les ragots, les trucs, enfin c'était, voilà, et puis l'autre au-dessus de la mêlée, quoi. Ah bah oui, c'est le roi Soleil, hein, déconnez pas. Voilà, donc vraiment, Cabale à la cour de Jean-Michel de Laconté. Si vous aimez ce genre de truc, allez-y, quoi. Et hors compétition, bah oui, je vais vous faire chier avec mon poisson mouillé. Oui, ah bah je sais, voilà. Poisson mouillé de Volker Kutscher. Alors, je sais pas quoi vous dire, à part que j'adore Volker Kutscher, que je trouve le personnage de Geron Hart qui est c'est mon Geron Hart d'amour, je vais dire. Le personnage de Charlotte Ritte est absolument génial.
Vraiment, elle est très différente. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Charlotte Ritter et Gerhard dans Babylone Berlin, soit la série qui était sur Canal+, soit la BD. Mais lisez les livres de Volker Kutscher parce que la relation entre les deux est très différente de la série. D'ailleurs, la vraie relation de Gerhard et de Charlotte Ritter arrive dans la dernière saison de Babylone Berlin, alors qu'elle est déjà plantée dans le poisson mouillé dès le premier épisode, enfin dès le premier tome. On est dans les années 20, enfin fin des années 20. Donc on est dans cette vie berlinoise où, en fait, à l'époque, c'est vraiment la vie des années folles. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse vie nocturne, il y a des clubs de jazz, il y a des clubs de danse, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là dans les années folles, voilà, il y a des Américains, des Anglais, et puis il y a une richesse culturelle, un peu ce qu'on imagine, enfin ce qu'on sait nous pour être à Paris à l'époque. Eh bien, c'était la même chose à Berlin. C'était la même chose en Allemagne. Et on sent, alors bien sûr qu'on sent la fin de ces années 20 où il y a quand même eu deux crises, notamment la première crise début des années 20, la première crise économique qui va frapper l'Allemagne, qui va exploser l'Allemagne, littéralement. Et on sent arriver le krach boursier de 29, alors que nous, on prend le truc, c'est 28. Et on voit arriver petit à petit les frictions et cette tension qui monte dans la société allemande, cet antisémitisme qui était déjà présent depuis les années 1870, mais pas qu'en Allemagne, hein, partout en France, hein, rappelez-vous quand même, il n'y a pas que là. Voilà, qui était déjà présent à Vienne dans les débuts, dans la Belle Époque. Hein, si vous avez lu la saga Max Liebermann de Frank Tallis, vous savez de quoi je parle. On sent les problèmes économiques, on sent les ramifications, on sent les gens qui ne savent pas, on sent ceux qui ont vécu, comme Gerhard, la Première Guerre mondiale, qui ne veulent pas y retourner, qui ont vécu l'enfer, l'horreur absolue, ceux qui veulent en découdre avec ceux d'à côté, etc. Donc il y a vraiment tout le contexte européen de ces fins des années 20 qui va vraiment faire basculer l'histoire en fait. Et vous avez ce personnage Gerhard qui est un flic donc au sein du château fort qui est le commissariat principal de Berlin, donc qui est à la Kripo en fait, qui est la crime quoi, qui est la police criminelle de Berlin. Et vous avez Charlotte qui est en gros au début la sténo de la crime, mais qui va très rapidement être aidée, enfin avoir le pied à l'étrier pour être une enquêtrice, en fait un genre de détective privé attaché à la crime, qui est très très au goût bien sûr de Gerhard et réciproquement. Mais c'est une femme de son époque, c'est-à-dire qui s'est défait de ses corsets, qui s'est défait de toutes les merdes qui ont été avant, qui est une femme libérée, qui est une femme indépendante, qui décide de vivre sa vie comme elle le veut, donc d'être avec qui elle veut, de baiser avec qui elle veut, de sortir, de boire, de fumer, voilà. Et vraiment, il y a une enquête, bien sûr, sur cette histoire-là. Il y a bien sûr une enquête, parce qu'à chaque fois qu'il y a un tome chez Volker Kutscher, il y a une enquête particulière qui montre un aspect de l'année en question en Allemagne, en Berlin notamment. Mais moi j'adore quoi, vraiment. Et il fait un travail fabuleux. Moi j'en ai lu 5, donc il y en a 3 qui sont sortis en français. Donc Le Poisson Mouillé, la Morte Muette et Goldstein. Et moi j'ai lu le tome 4 et le tome 5 en anglais avec mes potes parce que évidemment les Français toujours pas de suite. Et les Allemands sont déjà à la fin puisqu'il a fini sa saga qui est en 10 tomes. Les Anglais ont sorti 6 tomes en anglais, je crois 6, peut-être le 7e va pas tarder. Donc franchement c'est chiant parce que quand on suit une saga c'est gonflant de ne pas savoir la fin, surtout que mes potes m'ont dit que c'était absolument fabuleux. Puisqu'il finit en 37, enfin il finit début 38 sa saga, donc vraiment il va jusqu'à le début, presque le début de la
Seconde Guerre mondiale, en fait, en gros, il va jusqu'à 38, qui est quand même 37-38, qui est quand même une date charnière, quoi. On sait ce qui va arriver derrière, on va s'en prendre plein la gueule. Donc franchement, Volker Kutscher, voilà. Alors je sais, c'est pareil pour, je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous aimez ce genre de truc, il y a Luke McCallin, vous avez Harald Gilbert, qui est différent, parce que Gilbert c'est 44, 45, 46, 47, 48, Luke McCallin c'est 43, 44, 45, 46. Voilà, si vous voulez la montée véritablement de ce qui va se passer, vous lisez Volker Kutscher, quoi. Déjà, dans les 3 premiers qui sont parus en France, vous avez déjà 28, 29, 30, 31. Presque 32, 30, presque 32. Voilà, donc vraiment, vous voyez arriver le truc, et si vous pensiez que c'était arrivé en mode « Ah non, on l'a pas vu venir !» Ah si, ça se voyait bien quand même, un 4x3 avec des trucs lumineux, vous les voyez, voilà. Donc franchement, c'est très 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 bien fait. Donc voilà, tout ça, c'est mes recommandations de 2021. Je suis sûre qu'il y en a certains qui vont encore m'accuser de vous avoir filé des wishlists. Ah bah c'est le but du jeu. Voilà, alors par contre, si vous en avez lu certains, alors que ça soit sur ma recommandation à l'époque ou pas du tout, on s'en fout, c'est pas la question. Dites-moi ce que vous avez lu ou pas lu, si vous avez aimé ou pas aimé. S'il y en a certains d'autres que vous vous dites « Ah ouais, non mais celui-là il m'intéresse, machin, etc. » Et si vous êtes intéressé pour lire ou relire la saga de Niklas Nattosdag l'année prochaine, si vous me le dites, vous me dites « Oui, moi je voudrais bien lire les 3 ». Parce qu'en plus, je crois qu'ils sont sortis presque tous les 3 en poche, ou en tous les cas, le 95. Je pense que tous les 3 ou pas loin. Ça serait pas mal. Moi, je les ai embrochés parce qu'évidemment, la débile, elle attendait pas que le poche sorte. Mais voilà, on pourrait se faire ça tranquillement, style au printemps prochain, vous voyez, style, je sais pas, quand il y a encore les mois qui s'étirent, là, avril, mai, juin. Vous voyez, c'est pas encore trop chaud, c'est pas trop froid, on coucoune plus, on peut lire sur le balcon dans le jardin tranquillo, ça irait la tête avec cette saga-là. Donc si ça vous intéresse, on peut le faire. Et franchement, honnêtement, s'il y a des trucs, voilà, je vous invite à aller voir les lois de Nuremberg, enfin écouter ce que j'ai fait, si vous voulez lire le Vanzi. Et puis, dites-moi s'il y en a certains dont vous aviez jamais entendu parler, ou que vous aviez entendu parler, que vous n'étiez pas sûr d'y aller, si je vous ai donné envie pour certains, et si je vous ai pas donné envie pour d'autres, vous avez le droit de le dire aussi. Voilà, donc ça c'était à vos wishlists, à vos recommandations, à mes recommandations pour 2021 et à vos wishlists. Je vous dis, le dernier, ça sera 2022. Voilà, après vous allez fouiller. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que vous passez un bon mois. Il y a un peu plus de vidéos au mois de septembre parce que c'est sûr que j'en ai pas fait du tout cet été. Donc je me suis dit que quand même je pouvais un peu vous gâter. Même si c'est des vidéos podcast avec des images. Mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent les podcasts, qui ne regardent pas forcément, puisqu'en gros, là, vous n'êtes pas obligé de regarder la couverture pendant 20 minutes. Et qui écoutent et qui quelquefois, notamment sur le point lecture, vous aimez bien les petits vidéos, les petites images que je mets entre les deux avis de livres, qui écoutent d'abord et qui après vont regarder les images. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, prochaine vidéo, j'en sais rien. Vous verrez bien ce que je vous balancerai. Et puis d'ici là, bisous. Ciao.